un plan en trois parties. D'abord, je vais définir rapidement ce qu'est la conscience. Ensuite, je vais me focaliser un peu sur la conscience morale. Et après, on verra qu'il y a une remise en cause de ce que nous donne la conscience. Il y a plein de choses dont on n'est pas conscient, évidemment. Voilà, alors la conscience, c'est un mot, ça vient du latin, dont le premier mot, hein, c'est pas une insulte. Ça veut dire, ça vient de cum, qui veut dire avec, en latin. Et science, eh bien, ça vient bien sûr de scientia, qui veut dire la connaissance, le savoir. Ben, en fait, on a quand même du mal à savoir justement ce que c'est ce savoir-là que l'on a avec la conscience. Alors, c'est une notion qui est surtout utilisée pour décrire la présence notre présence, la présence du sujet aux choses extérieures, à lui-même et à nous-mêmes. On va le voir, je vais vous expliquer. Dans l'Antiquité, donc avant les Romains, ce mot n'existait pas. On parlait plutôt d'âme, l'âme, qui était un peu un équivalent de la conscience. Mais il n'y avait pas cette notion. Donc, ce savoir, on a une difficulté pour le définir. Qu'est-ce que la conscience? Et c'est un terme qu'on appelle fondamental, comme le temps. C'est très difficile à définir parce que c'est un terme fondamental, c'est un terme premier, comme on dit. Et quand on veut définir un terme, eh bien, il faut utiliser des termes plus fondamentaux que ce terme-là. Il y a un proverbe bouddhiste qui dit qu'un couteau ne peut pas se couper lui-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser la notion pour définir la notion, de faire ce qu'on appelle une pétition de principe. Alors, le problème avec la conscience, c'est comme ça nous concerne, eh bien, le sujet ne peut pas s'observer lui-même, objectivement. Auguste Comte dit que personne ne peut se mettre à la fenêtre pour se regarder lui-même en train de marcher dans la rue. Être conscient, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois s'apercevoir de ce qui se passe autour de soi-même, ainsi que de ce qui se passe dans son propre corps, de ses pensées, de ses actes. L'homme possède cette faculté de prendre du recul. La faculté de conscience, cette capacité de l'homme, peut porter, viser deux types d'objets. Premièrement, la conscience, elle peut avoir un savoir sur les phénomènes extérieurs au sujet, extérieurs à nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle la conscience du monde. C'est un premier type d'objet sur lequel porte la conscience. Et cette faculté, elle utilise nos 5 sens. La vue, le toucher, etc. Et c'est on appelle ça une conscience immédiate. C'est spontané et c'est un rapport direct avec l'objet. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Une remarque, c'est que ce type de conscience, en fait, c'est accessible à tout être doué de sensibilité. Donc les animaux ont cette conscience du monde, conscience extérieure, et même maintenant des systèmes artificiels, comme l'intelligence artificielle, les robots, etc. Ils ont des contacts, des récepteurs pour répondre aux stimuli extérieurs. Donc on peut dire qu'ils ont une conscience du monde. Mais ce qui nous caractérise, nous, certainement, êtres humains, c'est qu'il y a un deuxième type d'objet sur lequel porte la conscience, c'est sur nous-mêmes. Ça s'appelle la conscience de soi. Donc on a la conscience du monde et la conscience de soi. C'est la connaissance qu'a le sujet de lui-même, à propos de son corps, de ses pensées, de ses actions, généralement de son existence. On remarque que, certainement pour un être humain, ce qu'on appelle le stade miroir, c'est une étape qu'ont les petits hommes de se reconnaître dans un miroir. Quand ils passent devant un miroir, ils se reconnaissent. Et c'est probablement essentiel
dans la formation de la conscience de soi. Donc ça, c'était être conscient. Être inconscient, c'est dans le sens d'une privation totale de la conscience. Par exemple, dans le sommeil, ou les drogues, ou le coma, c'est une perte totale de ce qui se passe à l'extérieur de soi-même, ainsi que dans soi-même. Je vais faire un petit focus, précision sur ce qu'on appelle la conscience morale. Ça fait partie de la conscience de soi. Alors la conscience de soi, hein, je rappelle, c'est que nous sommes à nous-mêmes notre propre objet, c'est-à-dire qu'on s'observe. On appelle ça aussi la conscience réflexive. Hein. Réflexive, ça, on revient sur soi-même. Et cette conscience réflexive, elle est structurée par la mémoire et l'entendement. Hein, la réflexion. Le philosophe Blaise Pascal, hein, au XVIIe siècle, pour lui, la conscience de soi, c'est ce qui caractérise, c'est ce qui différencie l'homme, hein, des animaux, par exemple. Et cette conscience de soi, ça nous fait notre grandeur, hein, c'est-à-dire notre dignité, parce que ça nous rend responsables de nos actes. Hein. Mais aussi, le fait qu'on ait cette conscience de nous-mêmes, ça nous fait notre misère. Donc ça nous fait à la fois notre grandeur et notre misère, parce qu'elle nous arrache à l'innocence du monde. Et l'homme, il se rend compte de sa disproportion par rapport à l'univers, qui est infini, et surtout, il est conscient du fait qu'il doit mourir, alors que les animaux, on n'est pas sûr qu'ils soient conscients. C'est ce qu'on appelle la finitude. Une citation très connue, tirée des pensées de Pascal, c'est « L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui-même, c'est que l'univers n'en sait rien. » Ensuite, une autre citation rapidement, c'est que toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever. Travaillons donc à penser. Voilà le principe de la morale. Ce qu'on appelle la conscience morale, hein, c'est le sens moral du mot conscience. Morale dans le sens de nos actions, de nos comportements. Hein. Les expressions, la voie de la conscience, avoir bonne ou mauvaise conscience, c'est ça, c'est la conscience morale. C'est la compréhension et la prise en charge de l'individu, hein, sur les tenants et aboutissants de ce qu'il fait, de ses actes. Hein. C'est une capacité de juger nos actions, en bien ou en mal, hein, la conscience morale, avoir des remords. Pour Blaise Pascal, nous aurions le sentiment intérieur de la norme du bien et du mal, et nous pourrions faire donc un examen de conscience, un jugement de valeur morale. Ensuite, Jean-Jacques Rousseau, c'est le XVIIIe siècle. Hein, pour Rousseau, la conscience morale est universelle. Alors, universelle, ça veut dire en tout lieu et toutes les époques. C'est ça universel, hein, c'est pas comme général, la différence entre général et universel. Donc, pour Rousseau, eh bien, tout être humain possède de base, dans ses gènes, il possède cette conscience morale. Pour lui, il appelle ça la loi de la nature. Je cite Rousseau. « Il est au fond des âmes un principe inné de justice et de vertu sur lequel, malgré nos propres maximes, nous jugeons nos actions et celles d'autrui comme bonnes ou mauvaises. Et c'est à ce principe que je donne le nom de conscience. » Cette conscience morale, elle nous fait aimer l'ordre et la justice. Donc c'est un sentiment. C'est pas un raisonnement. Et le sujet est responsable de ses actions avec sa conscience. Pour Freud, lui, il dira que la conscience morale, elle n'est pas innée, en fait, elle est l'héritière directe du surmoi qui construit. Et oui, bon, il y a juste Kant, Emmanuel Kant, il va reprendre ce que dit Rousseau avec sa fameuse loi morale, hein, l'impératif catégorique, mais la conscience morale, on pourrait se demander si en fait elle n'est pas héritière de notre éducation, qui nous dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal.
Nietzsche, donc, 19e siècle, pour lui, bon, là, il commence à détruire. Hein. La conscience morale, en fait, c'est pas l'expression des bons sentiments, hein. C'est pas un bisounours, c'est plutôt un utilitarisme. C'est-à-dire que le bien et le mal est dicté par nos intérêts et dicté par la société avec les lois, non pas pour aimez-vous tous, c'est pour que nous empêcher de faire des actions nuisibles pour la société. C'est pour préserver l'ordre social. Et pour Nietzsche, hein, cette idée, quand on a la mauvaise conscience, pour lui, c'est pas bon, c'est un signe de faiblesse. Cette mauvaise conscience qui est un sentiment de culpabilité qui, pour lui, c'est pas bon parce que ça limite nos forces affirmatives de la vie. Il faut développer, il faut s'épanouir. Il reprend une formule d'un ancien poète grec, hein, Pindare. Que dit ta conscience? Tu dois devenir ce que tu es. Hein, c'est-à-dire que tu dois t'épanouir. Jean-Paul Sartre, lui, il parle de mauvaise foi. On peut avoir la mauvaise foi, c'est-à-dire on peut se mentir à nous-mêmes. C'est-à-dire on peut se faire croire qu'en fait, on est fait pour quelque chose. On n'est pas libre de faire ce que l'on veut, et donc on est dans l'inauthenticité. Alors que l'animal, lui, il ne peut pas décider de son comportement avec ses instincts. Il ne peut pas se mentir à lui-même. Au cours du temps, on va assister à une remise en question de la toute-puissance de la conscience. La position classique à propos de la conscience, c'est que nous aurions une transparence totale du sujet, de nous, à nous-mêmes. Ça vient principalement de René Descartes, hein, au XVIIe siècle. Alors lui, il utilise une méthode radicale, hein, avec le doute méthodique. Hein. Il découvre l'évidence de l'existence du sujet conscient. Hein. C'est sa fameuse formule, le cogito, je pense, donc je suis. Donc il découvre l'évidence du sujet qui est conscient à lui-même, je pense, et dès lors absolument certain de sa propre existence. J'existe de manière autonome. Donc je pense, donc je suis. Je pense, donc pour lui, il y a une conscience humaine. Il découvre cette conscience humaine de manière immédiate, c'est-à-dire c'est une évidence absolue. On n'a pas besoin de faire un raisonnement. Et ensuite, nous avons conscience de nous-mêmes, nous avons conscience que nous existons. Pour lui, penser, c'est toujours savoir que l'on pense. La pensée, pour lui, est totalement maîtrisée par le sujet. Pour lui, il y a identité entre conscience et pensée. Je cite Descartes, « Par le nom de pensée, j'entends tout ce qui se fait en nous de façon que nous en soyons conscients et pour autant que nous en ayons conscience. » Pour Descartes, la conscience est un moyen fiable, transparent, immédiat de connaissance, que ce soit du monde, la conscience extérieure, ou que ce soit de soi-même. Donc c'est la toute-puissance de la conscience. Donc ça, c'est la position classique. Et à partir de la modernité, il va y avoir une remise en cause de ce savoir qui serait total. Donc ça serait un savoir partiel. Et en fait, des informations nous échappent à notre conscience. En fait, on n'a qu'une certaine conscience de notre corps. Par exemple, on n'est pas conscient quand on respire. La circulation sanguine, on n'est pas conscient. La digestion, les réflexes, etc. D'autre part, il y a une certaine inconscience de notre esprit. On va voir Leibniz qui parle des petites perceptions. Et il y a, avec Freud, un inconscient refoulé et dynamique, c'est-à-dire qu'il va avoir des actions sur nous, sur nos actions,
Et ça, dans les rêves, les actes manqués, les lapsus. Cette notion de conscience toute puissante, elle commence à être sapée par Leibniz, un philosophe du XVIIe siècle. Pour lui, la conscience n'est qu'une connaissance, un savoir partiel. Et la pensée, en fait, elle déborde la conscience. Par exemple, dans les perceptions, la mémoire, les impressions. Les perceptions. Alors, il remarque, il dit que lorsqu'on entend les vagues de la mer, en fait, ces vagues, c'est constitué d'un ensemble de vaguelettes. Et ces vaguelettes, elles font du bruit. Et donc, c'est l'intégration de tous ces micro-bruits de vaguelettes qui vont faire qu'on va entendre une vague. Et on n'est pas conscient du bruit des vaguelettes. C'est ce qu'il appelle les petites perceptions. Donc, cette petite perception, dans plein de domaines, ça peut influencer nos actions sans qu'on s'en rende compte. Nos comportements, nos pensées à notre insu. Il y aura après l'idée moderne de l'inconscient du sujet. Spinoza, ensuite, au XVIIe siècle, pour lui, la conscience est trompeuse, elle est source d'illusions. Car souvent, la conscience est incomplète. Le savoir sur nos désirs, nos actions, nos représentations, c'est incomplet. Alors, j'ai une citation. Les hommes sont conscients de leur action, mais ignorants des causes par où ils sont déterminés. C'est-à-dire qu'on est souvent ignorant des causes qui nous font agir. Et on a une illusion de liberté. Ensuite, Friedrich Nietzsche, au XIXe siècle, pour lui, nous ne sommes pas maîtres de notre conscience. Deux citations. Une pensée ne me vient pas quand je veux, mais quand elle veut. Une autre citation. La conscience du moi est le dernier trait qui s'ajoute à l'organisme quand il fonctionne déjà parfaitement. Elle est presque superflue. Et puis Karl Marx, un peu plus tard, la conscience, elle est plutôt produite que productrice. C'est-à-dire qu'elle est un produit social et demeure tel aussi longtemps que l'homme existe. Je cite, « Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est inversement leur existence sociale qui détermine leur conscience. » Donc les sentiments, les idées des hommes sont déterminés par leur position sociale. Et Freud, fin 19e, début 20e siècle, pour lui, l'inconscient n'est pas un lieu marginal, mais central de la vie psychique. C'est-à-dire que, bon, il y a la conscience, mais il y a aussi l'inconscient, qui est très important. Donc la conscience ne perçoit qu'une partie de notre vie psychique, et il y a trois instances qui composent l'appareil psychique. Alors rapidement, il a décrit ces trois instances par deux fois. Il appelait ça les topiques. Donc la première topique, il a parlé de conscience, de préconscient et d'inconscient. Bon, l'inconscient, hein, c'est ce qui détermine certains de nos actes conscients, à mon insu, à son insu, et donc cela. Donc cette notion d'inconscience a fini de ruiner l'idée de Descartes pour laquelle la conscience, le sujet était totalement transparent à lui-même. Voilà, et l'inconscient, il peut s'exprimer que de manière indirecte, dans les rêves, les actes manqués ou les lapsus. Deuxième description de l'appareil psychique, qu'il appelle ça le topique, il parle du ça. Le ça, c'est totalement inconscient. C'est ce qu'on appelle, c'est là où il y a la libido, hein, les désirs, les pulsions de mort. Ensuite, il y a le surmoi, qui est inconscient, pareil.
Le surmoi, c'est la puissance des interdits qui ont été intériorisés par les parents, les interdits qui viennent des parents, de la société, de l'école, etc. Et le surmoi, en fait, c'est la conscience morale dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, il y a le moi, qui est le conscient. Et le moi, il doit se défendre contre les pulsions du ça et les exigences souvent très dures du surmoi. On peut dire qu'une névrose, ça provient d'une rupture de cet équilibre qu'il doit y avoir entre les trois instances psychiques. Donc, pour terminer, Freud, pour lui, le sujet n'est donc pas du tout transparent à lui-même et n'est pas parfaitement maître de ses pensées. Et là, il achève de chasser la conscience du trône où l'avait placé Descartes. Et puis, on peut dire que c'est le dernier démenti à l'égocentrisme humain, les fameuses trois blessures narcissiques infligées à l'être humain. La première, c'est l'héliocentrisme de Copernic. L'homme n'est plus à la place centrale dans l'univers. Ensuite, il y a eu Darwin qui nous a fait prendre conscience qu'on n'est pas au sommet de la hiérarchie de l'ordre des créatures terrestres. Et puis il y a Freud avec la révolution psychanalytique. Donc je cite: le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Il en est réduit à se contenter de renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe en dehors de sa conscience dans sa vie psychique.